Bonjour, bienvenue pour cette petite académie des whisky japonais. Et alors, quel meilleur endroit que le Golden Promise, le whisky bar, et plus particulièrement cette pièce qu'on appelle la Japanese Room, le salon japonais, pour vous présenter aujourd'hui les single malts de la maison Nikka. Je suis Salvatore Manino, j'officie dans ces lieux, je travaille pour la maison du whisky et je vais vous embarquer dans une belle histoire qui est celle de la maison Nikka et de leur très beau single malt. On va commencer la dégustation. Alors, ce que je vous recommande, c'est commencer plutôt par Miyagi-Kyo, puisque Yoichi, lui, va être le whisky tourbé. Alors, tourbé à la japonaise, hein, je vous rassure, c'est pas vraiment les whisky d'Aila, hein, mais plutôt sur des choses qui peuvent se comparer en termes de tourbe au Talisker, par exemple. Donc, je vous recommande vraiment de commencer par Miyagi-Kyo et finir ensuite par Yoichi. Et du coup, je vais vous conter l'histoire des Miyagi-Kyo. Alors, Miyagi-Kyo, c'est donc la deuxième distillerie du groupe Nikka. Elle a été fondée par Taketsuru en 1969 sur l'île de Honshu. On est vraiment sur l'île principale de l'archipel japonais. Alors, ça va peut-être pas vous parler comme ça, Miyagi-Kyo, mais en fait, le lieu s'appelle Sendai. Mais si je vous dis que c'est dans la préfecture de Fukushima, là ça va vous parler. Alors, je vous rassure tout de suite, déjà à l'époque, quand il y a eu malheureusement cette grande catastrophe, les amateurs de whisky japonais avaient tous la même interrogation: est-ce que le whisky de Miyagi-Kyo a été impacté par la catastrophe de Fukushima? Non, parce qu'on était à l'intérieur des terres, quand même, je dirais. Je peux vous dire que moi-même, j'ai eu la chance de visiter la distillerie 2 ans après. Les propriétaires nous ont fait goûter l'eau de la rivière qui coulait aux abords, parce qu'évidemment, pour un whisky, vous le savez, ce qui est important, c'est l'eau. Et on l'a trouvée très très bonne, et on s'est jamais posé la question de se dire, est-ce qu'on a bu une eau qui était infectée par la radioactivité. Donc, et puis je suis encore là pour vous en parler, donc c'est la preuve. Et puis, ce que je peux vous préciser quand même, pour rassurer tout le monde, s'il y a encore des gens qui ont des doutes, lorsqu'on a fait le relevé de la radioactivité sur le site de Miyagi-Kyo, de Fukushima, pardon, on était à un niveau bien inférieur, pardon, à celui qui était à nos portes en France lors de la catastrophe de Tchernobyl. Voilà, si ça peut vous rassurer définitivement. Ça, c'est une autre histoire. Excusez-moi. Alors, Miyagi-Kyo, elle est située dans un superbe endroit qui pourrait rappeler aussi l'Écosse. Il y a des montagnes, il y a une très belle rivière. Alors là, il faut savoir que Taketsuru, donc Masataka Taketsuru, le fondateur de Nikka, le père du whisky japonais, hein, il ne faut pas l'oublier, a mis 3 ans pour trouver le site de la distillerie. Il voulait absolument un beau site, mais surtout une bonne eau. Encore une fois, Taketsuru était quand même empreint de tout l'enseignement qu'il a intégré en Écosse, et où là-bas, chaque fois on le disait, ce qui fait le whisky, c'est avant tout l'eau qu'on va utiliser. Et au bout de 3 ans, il trouvera donc l'endroit où se trouve aujourd'hui la distillerie. Et en fait, on a 2 rivières qui passent près de la distillerie, et il s'avère que l'une des rivières s'appelle la Nikawa. Alors, Taketsuru ne savait pas du tout, ne connaissait pas le nom de la rivière lorsqu'il a choisi l'emplacement, mais c'était quand même un sacré clin d'œil, et quelque part c'était peut-être le destin que la rivière porte le nom de la compagnie de Taketsuru. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Les années 60, il faut savoir qu'on est quand même déjà sur un tournant dans l'histoire du whisky, d'une manière générale. En Écosse, en Irlande, la technologie va s'inviter. Elle commence déjà à s'inviter dès les années 60, elle continuera jusqu'aux années 70. On va passer à des nouveaux processus pour l'élaboration du whisky. Par exemple, les distilleries vont fermer pratiquement toutes leur aire de maltage. Hein. On maltait, on remuait l'orge lors de la germination manuellement. On est passé à des tambours, hein, comme des machines à laver, donc pour uniformiser
l'aération, et puis aussi surtout pour soulager l'homme, hein, parce que c'était une grosse contrainte pour l'homme de remuer comme ça plusieurs fois par jour ces quantités d'orge. La chauffe des alambics également a évolué, c'est-à-dire que jusqu'aux années 60, justement, la plupart des alambics étaient chauffés à flamme nue. On était sur le principe d'une cuisinière à gaz, hein, pour ainsi dire, et on va passer à la chauffe interne à vapeur, c'est-à-dire le principe d'une bouilloire. Alors, on va à l'intérieur des alambics, il va y avoir les serpentins qui vont diffuser la vapeur, donc qui vont chauffer en fait l'alambic. On est sur d'autres températures aussi, donc inévitablement on va impacter aussi sur la nature du distillat. Enfin, toutes ces choses-là vont façonner le whisky moderne, je pourrais dire, comme vous le connaissez aujourd'hui. Et Taketsu, donc, est très très conscient de cela. Et pour sa nouvelle distillerie, eh bien, il va d'emblée embrasser toutes ces nouvelles technologies. Par contraste à la première qu'il a fondée en 1934, Yoichi, mais ça on y reviendra plus tard. Mais et puis c'est un scientifique, hein, Taketsu. Hein, il a quand même fait les études de chimie. Il avait déjà une approche très scientifique, et donc lui, l'apport que pouvait apporter le progrès technologique, il n'y était pas insensible. Et c'est vrai que quand on visite Miyagi-Kyo, on a énormément de panneaux, des ordinateurs, on se croirait presque dans un film de science-fiction, je dirais, tout est régulé par ordinateur. Et puis, il a surtout aussi voulu donner un autre style à son whisky. On est sur un whisky qu'on pourrait comparer, alors certains disaient que c'était Miyagi-Kyo, c'était un peu le lowlands du whisky japonais. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais on était vraiment sur un whisky qui peut rappeler le whisky du Speyside, pas mal de whisky du Speyside. C'est vraiment un profil assez fruité, avec des belles épices. Moi, j'ai toujours une image pour parler des Miyagi-Kyo, c'est un peu comme si... Alors, elle est très téléguidée, c'est vrai, je vous le concède, mais c'est un peu si on voit une geisha, une très belle geisha dans son kimono, mais qui, derrière elle, a un petit couteau, un petit katana. C'est vraiment une image qui m'est personnelle, mais c'est un whisky, c'est une distillerie qui va produire un whisky qui va allier le caractère à l'élégance. Voilà. Et ça, c'est ce que voulait vraiment Taketsu par comparaison, en fait, pour faire quelque chose de différent par rapport à Yoichi. Et donc Miyagi-Kyo va se doter de tous les éléments modernes de l'industrie du whisky. Et puis, dans les années 90, en 1999 plus particulièrement, viendront s'inviter dans cette structure deux alambics, les fameux Coffee Still, les alambics Coffee, qui sont d'ailleurs, à ce titre, l'un des rares modèles, l'une des rares répliques des originaux inventés par Elias Coffey, hein, son concepteur, au milieu du 19e siècle. Eh bien, voilà, on peut dire que deux des survivants des copies fidèles de ces alambics, on les trouve encore chez Miyagi-Kyo. Alors pourquoi en 99 ces deux alambics ont été, Taketsu les a ramenés d'Écosse, les a importés d'Écosse en 1963. Ils étaient sur un autre site qui était Nishinomiya. Et simplement, vous savez que le Japon est quand même sur un pays qui est souvent soumis aux secousses sismiques. Et finalement, Miyagi-Kyo était un lieu qui était peut-être plus sécurisant par rapport à Nishinomiya pour cette raison. Donc, les alambics Coffee, ce qui fait qu'aujourd'hui, Nikka, enfin depuis, Nikka va faire des single malt distillés donc dans les alambics classiques pot still et des whiskies de grain, notamment le fameux coffee grain, distillés à Cologne, et qui vont être en fait les principales matières premières, pour faire leur blend. Hein. Et puis l'autre caractéristique aussi, c'est que toujours à Miyagi-Kyo, donc on va utiliser ces alambics coffee pour faire un whisky de malt, ce qui donnera, et les amateurs de Nikka le connaissent, c'est le fameux coffee malt. Voilà, c'est-à-dire qu'on va utiliser un mou à base de malt, d'orge maltée, plutôt qu'un mou à base de blé ou de maïs, comme on le fait en Écosse. Alors, il faut savoir qu'en Écosse, cette pratique, elle était bel et bien réelle jusqu'au tout début du XXe siècle. Simplement, les Écossais s'étaient pas mis d'accord on était en train de débattre sur la définition du whisky, et le single malt devait forcément être fait à partir des alambics
les pot still à pot, plutôt que les alambics à colonne. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Les Japonais, bon, ils sont pas formalisés outre mesure. Hein, donc. Voilà pour vous parler de la distillerie. Donc on est vraiment sur... alors, c'est aussi une distillerie qui montre que Taketsuru, que la compagnie Nikka, a vraiment bien prospéré. Alors, il faut savoir que l'autre grande maison japonaise, Suntory, donc qui a créé la toute première distillerie au Japon de malt, Yamazaki en 1923, eh bien, il faut savoir que Suntory bâtira une deuxième distillerie qu'en 1973, ce sera Akushu. Donc, probablement, je dirais, ce qui a arrêté cette décision, c'est justement voir que Nikka, que le concurrent, mais le concurrent Nikka, en était déjà à sa deuxième distillerie. Voilà. Donc, c'est vraiment la prospérité. Taketsuru s'est doté d'un deuxième joyau pour asseoir une fois pour toutes la qualité de ses whiskies. Alors, voilà pour Miyagikyo. On va aller sur l'autre distillerie qui est en fait la distillerie historique, je dirais, des Nikka. On va passer donc à Yoichi, avec là encore cette belle sélection avec les 10, 12 et 15 ans de Yoichi. Yoichi, eh bien, ça va être le whisky le plus écossais peut-être de chez Nikka, puisqu'on va être sur le côté tourbé. Alors, Yoichi a été bâti en 1934 par Taketsuru à Hokkaido. Je disais, on est tout au nord. Pourquoi? Parce que Hokkaido, bon, rappelait l'Écosse à Taketsuru. Et avec Yoichi, avec Miyagikyo, on est sur le côté moderne. Avec Yoichi, on est sur le côté très traditionnel. Les alambics sont chauffés à flamme nue, encore aujourd'hui. Alors, c'est très rare, déjà en Écosse. Je disais, on est passé pour la plupart des distilleries, en très grande majorité, à la chauffe à vapeur. Mais surtout, cette flamme, elle est générée par le charbon. Donc, on est vraiment sur... Et là, aujourd'hui, je ne sais pas combien de distilleries de cette taille sont chauffées par... C'est peut-être la seule, d'ailleurs, je pense, qui est chauffée entièrement par le charbon. C'est très contraignant d'un point de vue humain, c'est très contraignant pour assurer la stabilité de la chauffe. Mais voilà, le temps s'est arrêté à Yoichi. C'est-à-dire que quand Taketsuru a visité l'Écosse, c'était en 1918, 1918 à 1920, eh bien, toutes les distilleries étaient comme ça, fonctionnaient comme ça. Les alambics étaient à la flamme directe et c'était le charbon, le combustible numéro un. Et c'est un peu la distillerie testamentaire de Taketsuru, à tel point que Nikka, après la mort de Taketsuru, donc en 79, Nikka a vraiment tout fait pour préserver cette distillerie. C'était la volonté de Taketsuru, donc on la modernise pas, pardon. On va continuer cette chauffe des alambics. Alors, je dis encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'arrête pas de parler de l'empreinte carbone, on n'arrête pas de parler d'écologie, mais il s'agit de préserver le profil initial de Yoichi, et Nikka a investi des sommes complètement colossales pour pouvoir filtrer, pour pouvoir pallier à cette pollution. C'est une telle somme, on aurait pu faire. En fait, il aurait été plus simple de reconstruire une distillerie avec la même somme. Mais voilà, on est sur le côté très japonais, c'est ok, il y a le côté moderne, mais ce qui doit rester traditionnel, reste traditionnel. Et Yoichi va être un distillat beaucoup plus lourd, beaucoup plus huileux. Moi, il m'évoque vraiment Talisker, par certains aspects, avec un côté peut-être un peu plus massif. On est sur une tourbe. Alors, les Japonais vont faire, puisqu'ils sont autonomes, de par un peu leur mentalité, contrairement à l'Écosse où une compagnie va pouvoir vendre des fûts d'une de ses distilleries à une autre compagnie, même si elle est concurrente, pour faire leur assemblage. C'est pas un problème en Écosse. Au Japon, non. Ce qui est fait au sein d'une maison reste au sein d'une maison. Jamais Suntory ne vendra des fûts à Nikka pour ses besoins et inversement. Alors aujourd'hui, les choses commencent un peu à évoluer, notamment en venant des petites distilleries, des nouvelles micro-distilleries japonaises. Mais, donc, il faut rester autonome. Et comment produire une diversité de whisky, étendre une gamme, alors ça, que ce soit chez Miyagikyo, que ce soit chez Yoichi ou même pour leur assemblage, eh bien on va diversifier sur place. On raconte qu'à Yoichi, on est capable de sortir 3000 maltes différents.
Pourquoi? Donc on aura des whiskies qui vont vieillir dans différents types de fûts, des niveaux de tourbe, les fameux ppm, les parts par million de phénol, très différents, faiblement tourbés, moyennement tourbés, très tourbés, pour assembler tout cela et pour produire des profils vraiment très différents. La même chose pour Miyagikyo d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Miyagikyo aussi va produire des whiskies qui peuvent être faiblement tourbés, un peu plus tourbés, auxquels on va assembler avec des whiskies pas tourbés du tout pour avoir un profil. D'ailleurs, je me souviens, j'avais été surpris, un jour j'ai goûté un Miyagikyo 15 ans, j'étais persuadé qu'on avait servi un Yoichi 15 ans tellement il était marqué par la tourbe. Ça, ce sont, on va dire, les aléas d'une cuvée à l'autre, parce que justement, on va assembler différents profils pour en faire un. Voilà. Ça, c'est vraiment la mentalité japonaise, et Yoichi ne déroge pas à cette règle. Moi, je vous invite, alors c'est vrai que Hokkaido, c'est un peu le bout du monde hein, pour y aller. On est sur la partie ouest de l'île, hein. On n'est pas très loin de la mer, hein. C'est pour ça d'ailleurs que Yoichi a aussi ce petit côté marin qui évoque les whiskies des îles. Là. Je disais, on compare Miyagikyo à un lowland ou un speyside. Bah, Yoichi, on va le comparer à un island de bord de mer en Écosse. On va avoir ce côté très épicé aussi. C'est pour ça qu'il m'évoque vraiment Talisker. Mais surtout un whisky de caractère. Hein. Pour moi, Yoichi, voilà, là c'est presque le samouraï hein, pour opposer à la geisha. Taketsu a vraiment voulu reproduire dans cette distillerie tout ce qu'il avait imprégné en Écosse. Voilà. Alors c'était peut-être ça un peu son erreur d'ailleurs au tout début avec Suntory, c'était je fabrique un whisky pour les Japonais, mais avec un caractère écossais. Mais finalement, bon, l'histoire lui donne raison, puisque aujourd'hui, on s'est très très bien accordé à ce goût. Et puis pour le plus grand plaisir des amateurs occidentaux, hein, puisque nous, on est plutôt assez portés par la tourbe. Voilà. Yoichi, c'est aussi, on va dire, par là où non pas le mal est arrivé, mais le bonheur est arrivé, puisque en 2001, lors des World Whisky Awards, c'est un peu l'équivalent, on va dire, des Oscars hein, du whisky. Il y a une catégorie reine, c'est-à-dire tout champion confondu, le Best of the Best. Et le Best of the Best de 2001 cette année-là a été un Yoichi, un brut de fût, un single cask de Yoichi, un seul fût unique de 10 ans, qui s'est vu coiffé de la récompense suprême. Et c'est là que le monde a commencé à regarder les whiskies japonais. C'est là où, pour la première fois, les projecteurs ont été braqués sur le Japon, dire mais comment un whisky japonais qui coiffe au poteau tous les whiskies écossais, irlandais, américains, c'est le début d'une nouvelle histoire qui malheureusement dans l'histoire du whisky japonais est arrivée un peu tard puisque on est en 2001, mais en 2000 la plupart des distilleries au Japon ont été fermées, y compris les distilleries des maisons Suntory et Nikka. Et je dis toujours que si cette récompense était arrivée un peu plus tôt, eh bien, on aurait peut-être évité cette crise du whisky nippon. Voilà, j'espère que je vous aurai appris beaucoup de choses sans vous ennuyer, et j'espère surtout que vous allez pouvoir apprécier ces jolis whiskies, tant le côté élégant et racé de Miyagikyo, tant le côté corpulent et tourbé de Yoichi. Bonne dégustation.